Bonjour à tous et merci Mathieu d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais très vite même tracer le parcours d'auteur de bande dessinée que tu es. Et donc en commençant par une formation qui n'a rien à voir dans le design en 2007, qui t'a amené très vite à travailler dans ce milieu, si j'ai bien compris, et comme tu allais régulièrement en Chine, à ouvrir un blog sur lequel tu partageais, c'était un blog bande dessinée, c'est ça, hein, que tu C'est as... ça, un blog BD, c'était la mode en 2009. C'était avant les Ah, c'est réseaux ça, sociaux. 2009, je n'avais pas l'année exacte, parfait. Et Par contre, suite je ne à... sais pas comment tu as fait pour retrouver cette image. Je me suis arrangé pour éliminer tous les dessins de mon blog et je ne sais pas vraiment pas comment tu as trouvé ça. J'ai trouvé ça dans un interview en ligne qui avait eu lieu à Nantes. Oh, waouh, ok. Désolé. Pas de souci. Et en tout cas, grâce à ce blog, c'est mis à pousser l'idée dans ta tête de devenir dessinateur de bande dessinée. Alors, si j'ai bien compris, c'est grâce à ta belle famille que tu t'es lancé dans ta première aventure avec, ou là où tu étais que au dessin, c'est ça, hein, en 2010, C'est ça. Ouais. qui a assez vite donné lieu au tome 2 en 2012. Et puis à partir de 2014, tu te lances pour la première fois en tant que scénariste, mais il Mhm. s'agissait d'adapter un roman qui parle de cuisine. Alors j'ai noté quelque part, je me suis fait une petite fiche, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ça s'appelle La vie et la passion de Dodin Bouffant Gourmet, le roman en Ah question. voilà, c'est ça. Mais c'était Et le c'est nom très du très roman que tu as adapté que j'ai plu. voilà. Mais c'est très très librement adapté, c'est-à-dire que j'ai changé de la moitié Ah oui. pour que le récit soit dense et un petit peu moins sexiste, parce que c'est Ouais, c'est ça. un roman un peu empoulé, un peu classique, dans l'écriture aussi, et j'ai voulu rendre hommage à la gastronomie française, mais de manière un petit peu burlesque. En tant que Ouais, Belge, je me c'est suis ça. permis un petit écart par rapport au roman d'origine. Si j'ai bien compris, c'était un roman du milieu du XXe siècle et c'est ça aussi qui peut donner cette couleur un peu machiste avec très peu de place pour les femmes. Oui, c'est un roman de l'entre-deux-guerres, mais qui rend hommage lui-même à la littérature et au gastronome du 19e siècle, donc qui, D'accord. pour l'époque, était déjà assez conservateur, j'ai envie de dire. Ouais. Et on y reviendra sans doute, mais j'ai l'impression que la place des femmes dans tes travaux est assez particulière. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un enjeu là-dedans. J'essaye. En tant qu'homme, j'ai tendance à mettre des héros masculins et j'essaye de mettre de plus en plus de femmes et de leur donner de la personnalité, ne pas simplement faire des personnages vides. Ouais, 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 ouais. Ce qui peut paraître assez élémentaire, parce que bien sûr, les femmes ne sont pas. En tant qu'homme, j'ai tendance à avoir plus facile à donner vie à des personnages masculins. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais on le voit au fur et à mesure, ben, on va le voir avec la suite qui arrive, mais il y a de plus en plus de femmes qui arrivent dans tes aventures. Et alors pas encore dans le monde quantique que tu sors en 2016, en même temps qu'un deuxième livre sur la gastronomie qui était une commande, si j'ai bien compris. Euh, le monde quantique, si j'avais bien suivi, c'est donc un travail sur la physique quantique. Et c'était coécrit avec Thibaut Damour, qui est lui-même physicien, spécialiste de la physique quantique. Et c'est un long travail qui a duré 3 ans de coécriture, enfin d'abord de rencontres et de discussions pour arriver à rendre intelligible ces notions que même certains physiciens ont du mal à choper, quoi. Mm. Ouais, gros travail de vulgarisation. Pour moi, la vulgarisation, tu étais déjà dedans avec la gastronomie en réalité, mais là, tu t'es mis la barre un peu plus haute, quoi. La gastronomie, disons que c'est plutôt un travail Ouais, c'est d'historien, ça. mais enfin, dans le sens où je me suis beaucoup renseigné avant de faire cette bande dessinée, mais il y a un énorme écart
fictionnelle. Dans le cadre de la physique quantique, là par contre, c'est vraiment mon premier projet de vulgarisation. Parce qu'en fait, moi-même, je m'intéressais à la physique quantique tout en étant sûr de ne vraiment ni rien comprendre. Je me suis dit, le meilleur moyen de comprendre le sujet, du moins les bases de la physique quantique, c'est de faire une bande dessinée dessus. Ouais. Et franchement, c'est un travail de dingue. Un grand bravo. Mais je continue avec le Vive. Mince, j'arrive pas à voir. Une mémoire de roi, pardon, qui sort en 2018, puis Trappe en 2019. Sous Terre en 2021, qui est alors là de nouveau un travail de vulgarisation. Et là, cette fois, tu es accompagné par Marc-André Sellos, que chez les shifters, on connaît bien parce que ça fait plusieurs années qu'il vient à l'univers shifté. Il est très impliqué dans toutes les questions de carbonation. Et je pense que, enfin, on va y revenir, mais à un moment, quand j'aurai fini ce CV, on va dire, on va beaucoup se pencher sur Sous Terre et sur une de tes dernières productions. Il y a eu aussi Furieuse, où là, je te disais, les femmes ont une place particulière. C'est déjà le cas Sous Terre, mais c'est encore plus le cas avec Furieuse, qui est le nom d'une épée, mais qui est aussi le nom, enfin, qui pour moi est un peu le nom de ce personnage. J'aime bien me dire ça, mais c'est assez dément, ce travail de voyage dans les mythes, en fait, et de confrontation à la mort. Il y a vraiment tout un truc que j'aime beaucoup dans ton travail là-dessus, même Sous Terre. Et alors, je continue avec, pour finir, 2025, où sort beaucoup de choses, dont une bande dessinée où tu es surtout scénariste, qui s'appelle Et soudain le futur. Et donc aujourd'hui, si ça te va, on va se pencher, parce que c'est le groupe Nouveau Récit, les Shifters, on va se pencher surtout sur Sous Terre et sur Et soudain le futur, car pour moi, ce sont vraiment deux œuvres hyper fortes pour amener les enjeux climatiques au milieu de toutes les productions de bandes dessinées qui peuvent sortir régulièrement. Il y en a pas, enfin il y en a de plus en plus qui parlent des enjeux climatiques, mais finalement pas tant que ça en proportion sur tout ce qui sort. Et face à tout ce parcours, ce que je voulais commencer par voir avec toi, Mathieu, c'est comment tu décides de t'emparer à chaque fois d'un sujet, et est-ce que c'est justement une forme d'éco-anxiété qui te fait partir vers ces deux œuvres particulières, Sous Terre et Soudain le futur? Ouais, Sous Terre, en fait, j'ai commencé à l'écrire en 2019 et j'étais à ce moment-là sur un autre projet avec deux scénaristes et je m'étais embarqué dans le dessin, j'avais commencé à tout découper et puis après j'ai vraiment eu, j'ai toujours été un peu éco-anxieux, mais là tout d'un coup je n'arrivais plus à travailler et je me suis dit le meilleur moyen pour me remettre en selle, c'est de prendre le mal par le mal et enfin, du moins de s'intéresser vraiment à cette question. Enfin, c'est très large, mais donc environnementale. Et je me suis dit, il faut que je contribue à ma façon au rayonnement du savoir sur la question de l'environnement. Et à ce moment-là, je me suis dit, beaucoup de BD ont été faites sur le climat, mais peu sur la biodiversité. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu et je me suis vite rendu compte que le milieu dans lequel il y avait la biodiversité la plus importante, tant en termes de masse que de termes de nombre d'êtres vivants, mais en plus important dans le sens important pour l'humanité, bah, ça se passe. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire une bande dessinée sur le sol. Et alors, bien sûr, quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle a tiré une tête jusque par terre parce que c'est un sujet qui, a priori, n'est pas très, très sexy. Ça fait référence au monde des morts. À la... Et justement, je me suis dit, bah, autant voilà, rentrer par ce biais-là, et ne pas avoir peur de mettre les mains dans la gadoue. Et voilà. Et donc, j'ai voulu sur Sous Terre. Et donc, plus tard, Soudain le futur, là, c'est plutôt un travail de commande.
ça fait un petit temps que je m'intéresse à la décroissance et justement une éditrice dessinateur sont venus vers moi pour me proposer de leur écrire un scénario sur ce sujet-là. Et j'ai dit, bah, parfait, parce que c'est justement m'intéresse énormément et donc je me dis, dès ce moment-là. Voilà. Ce que j'ai cru comprendre dans tout ton parcours, c'est que tu avais du mal à te définir comme scénariste au démarrage et tu t'es fait accompagner pour ça. Est-ce que du coup, tu te sens plus scénariste que dessinateur à présent ou j'imagine que c'est, enfin, parce que c'est le cas de Soudain le futur ou... Alors, c'est vrai que quand. Bon, moi, je me voyais même pas dessinateur de bande dessinée à la base. Comme tu le disais, moi, j'ai commencé en industriel. Et je me suis rendu que c'était une direction qui ne me plaisait pas parce que j'ai travaillé pour une société qui faisait des produits de domotique, des objets de consommation. J'étais pas du tout à l'aise. Et à ce moment-là, donc en 2009, je me suis dit, allez, tentons le dessin. Et ça s'est passé très très vite parce qu'il a été édité chez Dargaud. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et, mais déjà à ce moment-là, ce que j'aimais dans la BD, en fait. Et pour moi, le scénario et le dessin sont vrais. Euh, Ils sont au service d'une histoire. Et pour moi, le plus important quand j'ouvre une bande dessinée, c'est pas de savoir si le dessin est beau ou pas, ou s'il est techniquement bien réalisé. Est-ce que moi, je suis emporté par l'histoire? Et pour ça, il faut que le scénario, le dessin soient au service de cette histoire. Euh, et au début, j'ai eu du mal effectivement à me mettre à l'écriture parce que je pensais que j'étais trop jeune et que j'avais pas assez vécu, que je n'avais pas assez de choses à raconter. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le plus important, c'est pas la quantité de savoir qu'on a, mais c'est vraiment la façon dont on raconte les choses. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis tout autant écrivain ou auteur de BD pour raconter des histoires. Et à ce moment-là, ça a été, ça, j'ai commencé à écrire mes propres bandes dessinées. J'écris, je dessine, puis après j'ai scénarisé pas mal de récits là depuis 2023. Il y en a quelques-uns encore qui vont sortir les années à suivre. Et est-ce que tu travailles, bon, ça sort du champ nouveau récit, mais ça m'interpelle. Est-ce que tu travailles le scénario de façon graphique quand même? J'avais cru comprendre que tu découpais beaucoup les cases, qu'il y avait vraiment une construction très en amont pour aller voir un éditeur, que c'était une particularité. Ben, en fait, c'est ça. J'ai pas de dessin depuis Furieuse, puisque en fait, quand je fournis un scénario à des dessinateurs, c'est carrément un découpage. C'est l'équivalent d'un storyboard au cinéma, où j'ai déjà dessiné toutes les cases qui sont dans les bulles, et mes personnages, c'est des petits bonhommes bâtons, mais disons assez bien réalisés, et auxquels j'ai collé vraiment les expressions qui se prêtent à l'histoire, quoi. Je continue de dessiner et c'est même un plaisir énorme parce que je peux dessiner 5, 8, 9, 10 planches par jour et estimer que c'est fini. J'aime bien dessiner pour raconter et finalement, je n'ai jamais vraiment aimé pour la beauté du trait. Je suis trop impatient pour ça, en fait. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, la beauté du trait, elle marche bien. Et sous terre, c'est, enfin, moi, ça, je trouve ça fascinant la façon dont ça démarre avec des grandes, grandes planches, le petit pouce là qui monte tout doucement, puis ça devient l'histoire qui arrive. Enfin, c'est dément. Et du coup, entre l'idée de commencer de parler du sol, rencontrer Marc-André Sellos et arriver à cette idée de Hadès, dieu des enfers, qui organise un battle royal pour exterminer un maximum d'humains, mais vaguement choisir qui sera son successeur parmi les humains. Comment on arrive à une idée pareille en fait Alors, moi, pourquoi Marc-André Sellos? Alors, c'est pour l'anecdote, c'est Marion Montaigne, qui est une autrice de BD qui vulgarise science, qui est très connue dans ce domaine-là.
dit ah, mais il faut absolument que tu découvres Marc-André Solos. C'est grâce à lui que j'ai appris que les vaches ne mangeaient pas d'herbe. Bon, c'est une façon de vulgariser la chose, mais c'est comme ça. C'est que les vaches, finalement, en fait, elles ne se nourrissent pas vraiment d'herbe. Elles nourrissent les bactéries qui sont dans leur ventre. Les bactéries elles-mêmes nourrissent de l'herbe. Et c'est elles qui permettent de digérer l'herbe, l'herbe. Et les vaches, en fait, avalent par, régulièrement des quantités de bactéries qui la nourrissent. Elles mangent des bactéries plutôt. Bref, et c'est ce genre d'anecdote que je trouve marrant avec Teigne. Et quand j'ai contacté Marcos à l'époque, et il ne s'en cachera pas, il était un peu dubitatif à l'idée de travailler sur une bande dessinée. Il ne voyait pas tout à fait peut-être tout le potentiel qu'un tel médium offrait pour vulgariser le sol. Au début, il était allé plus long, puis dès que je lui ai présenté les pages, il a commencé à comprendre. Et puis à la fin, quand je lui ai montré toute la bande dessinée, il était ravi, hyper content. Et donc là, depuis, on a envie de s'investir encore plus. Parce que pour la BD, c'est merveilleux pour divulguer un savoir scientifique. D'une part, parce que moi, j'utilise la fiction. J'aime bien essayer de rendre les choses, d'intéresser le public par le côté humain. C'est-à-dire que je crée des héros, des héroïnes qui vont être animés par un but. euh, et, et leur but va être plus ou moins touché au sujet que je veux évoquer. Et en l'occurrence, notre héroïne, en fait, elle a perdu un être qui lui est très proche et elle va descendre aux enfers pour demander à Hadès de lui rendre cet être. Et donc, elle participe à un concours que Hadès organise. Et ce concours, il propose aux humains de prendre sa place sur le trône des enfers. Et donc, il y a une sorte de grand parcours, et celui qui gagne le parcours peut devenir Dieu à la place d'Hadès aux enfers. Sauf qu'en fait, c'est un piège d'Hadès, et Hadès fait surtout ça pour se venger des humains qui ont détruit le sol à cause de l'urbanisation, de l'agriculture conventionnelle, etc. Et donc, c'est le prétexte pour Hadès pour faire vraiment un parcours complètement sanglant. Et donc, du coup, ce genre de sujet, ça m'intéresse parce que notre fille, qui à la base voilà, voulait retrouver un être cher, va devoir suivre des épreuves assez mortelles, disons. Et, et donc, du coup, c'est prendre un petit peu le contre-pied d'une BD un peu trop bien pensante sur l'écologie. Souvent, on a tendance à rapprocher l'écologie à la couleur verte, à, à l'amour, toute une culture dite bobo. Et je sais que pour les convaincus, moi, je me suis dit en faisant Sous-Terre, je vais faire une BD qui va parler à tout le monde parce qu'il est question de. Il y a une forme de violence, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a de l'humanité avant tout. Et voilà, c'est surtout ça que je veux faire quand j'écris une BD, c'est vraiment le faire par le biais des émotions. C'est comme ça que j'essaie de happer le lecteur. C'est vraiment, c'est bien que tu abordes ce sujet. C'est vraiment la thématique autour de laquelle on prépare une table ronde sur la bande dessinée qui aura lieu en juin à Rennes, à l'occasion de l'univers shifté. Ça devrait s'appeler le CO2 fait-il des bulles. Ça sera une thématique concentrée sur la bande dessinée, les impacts à la fois culturels et carbone du secteur de la bande dessinée. Du coup, les impacts à la fois positifs et négatifs, on va dire. Et c'est ça un peu au cœur de cette soirée qu'on prépare, enfin soirée de cette table ronde où il y aurait 4-5 personnes autour de la table. Et en te rencontrant, du coup, on essaye de voir comment on peut aller vers aborder cette thématique. Et une des questions, c'est comment on, on propose ces thématiques anxiogènes dans un récit qui pour autant pourrait être vendeur, quoi. Enfin, comment on rend sexy ces mauvaises nouvelles, quoi. Comment on va vers ça, quoi. Comment on arrive à la fois vulgariser et à donner envie d'aller vers ces récits, quoi. Et c'est tout le défi que tu t'es, j'imagine, fixé en écrivant Sous Terre.
Alors, pour moi, sous terre, c'était relativement facile si on voit ça sous le prisme de l'espoir, parce que le sol, c'est un milieu qui se régénère relativement vite. Euh, et, il suffirait qu'on prenne les bonnes décisions, mais elles sont très compliquées à prendre, par contre, pour que le sol voilà, récupère un petit peu et retrouve le vivant qui le déserte pour l'instant. Euh, pour la question du climat, par contre, bon là, c'est beaucoup plus anxiogène et je ne sais pas si. En fait, on peut faire deux types de bandes dessinées, par exemple sur la question du climat. Soit faire une BD didactique qui explique clairement voilà, quelles sont les conséquences de l'activité humaine sur le climat et voilà, expliquer tout le fonctionnement d'une économie de croissance, etc. Et ça, pour moi, c'est inévitablement anxiogène. Mais je pense que on a le droit d'avoir peur et c'est pas. Et je pense que c'est une sensation qu'on essaie d'éviter. Et le problème, c'est que le déni n'est bien sûr pas la solution. Il faut avoir peur, mais il faut aussi proposer des solutions. Et donc, c'est pour ça que quand on fait un ouvrage, par exemple sous terre, à la fin, je consacre une double page sur les solutions qu'on pourra apporter pour revitaliser le sol. Et dans les Soudains le futur, en fait, c'est carrément toute une solution qui est proposée dans la bande dessinée. Donc, Soudain le futur, plutôt qu'essayer de parler des aspects négatifs, de la chute de la biodiversité, de la croissance, etc., c'est dire, ben voilà, il y aurait une solution, ça s'appelle la décroissance, et regardez, d'accord, il y a énormément de défis à relever dans ce cadre-là, mais c'est porteur d'une solution viable pour l'humanité. Euh, et donc, voilà, donc ça, c'est la deuxième piste, c'est les récits de fiction. C'est dire, voilà, ben, pensons à une utopie et essayons de réécrire le futur parce qu'on est beaucoup à le penser. Je suis sûr parmi vous, bien sûr, vous vous êtes aussi posé la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous voyons toujours l'humain comme un loup pour l'homme. Et je pense que ça passe beaucoup par les fictions qui nous sont proposées aujourd'hui. Depuis tout petit, on nous fait lire des récits assez durs où l'homme écrase l'homme et où il n'y a pas d'entraide. Et en fait, je pense qu'on est capable de proposer récits. Notre cerveau se structure notamment par les récits et surtout par les récits. Et donc proposer des récits optimistes où l'homme est capable de surmonter des défis, c'est à la fois, ça nous permettrait de nous éduquer sur la question, mais aussi de soulever un peu plus d'esprit, de croire un peu plus en nous communauté, nous civilisation humaine sur la planète. Est-ce que, alors du coup, on quitte Sous Terre pour aller au Soudain le futur. Enfin, juste pour finir, Sous Terre, visiblement, Marc-André Sellos, il regrette pas la rencontre parce que je me souviens d'un rendez-vous que moi je l'ai suivi en visio, mais où il abordait les enjeux du sol pendant que tu faisais des illustrations au Muséum d'Histoire Naturelle. C'était d'ailleurs super ce truc-là. Donc je pense qu'il regrette C'est un pas. super orateur. Ah ouais. Et donc, alors, Soudain le futur, il y a vraiment la mise en abîme du dessinateur de bande dessinée à qui on confie la mission de raconter une aventure originale sur l'île de la Cité à Paris. Est-ce que assez vite, tu t'es dit qu'il fallait qu'il y ait cette mise en abîme, que ça allait t'aider à aller vers le fait de raconter cette histoire? Oui, bah alors, en fait, j'ai toujours besoin de prendre un petit rôle dans mes albums pour expliquer que voilà, pas non plus l'homme vertueux, parfait, qui veut Bonsoir. donner des leçons au lecteur, quoi. Donc, par exemple, dans Sous Terre, la personne qui veut donner des leçons aux humains, c'est Hadès, donc le dieu des enfers. Et donc, je m'identifie à là, c'est-à-dire quelqu'un qui reproche tout aux autres et puis finalement, ben, qui ferait derrière ces murs.
Et d'où est soudain le futur, voilà, c'est que c'est l'auteur de bande dessinée, c'est quelqu'un qui, comme les gens de la communauté, euh, croit en la décroissance, mais se rend compte que implique, disons, de vie. Et, et, et donc, voilà, on explique par là qu'on n'est pas dupe et qu'on sait à quel point c'est pas un modèle qui est spécialement évident quand on connaît notre mode de consommation actuel, quoi. Je me demandais dans Et soudain le futur si tu étais plus le dessinateur de bande dessinée que la prisonnière à qui on demande d'être dans cette aventure avec le dessinateur. C'est très simple. Je suis l'auteur de bande dessinée à 100% et la prisonnière, en fait, j'ai pas été chercher très loin. C'est ma compagne qui, d'ailleurs, dans le descriptif au début de la bande dessinée, elle habite, enfin, elle vient de Charleville-Mézières, elle aime le poulet frites et elle adore bricoler. Enfin bref, c'est la même. Et Ouais, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que moi, je suis un peu l'éco-anxieux qui tourne un peu sur lui-même, qui sait pas quoi faire, qui n'arrive pas à être réellement actif. Et elle, qui est moins anxieuse de manière générale sur absolument tout d'ailleurs, elle a personne dans la maison qui va prendre en charge des décisions importantes, comme dire allez, on va faire des travaux, ou allez, on se lance dans un truc. Et, et voilà. Donc en fait, c'était assez facile de trouver ces deux personnages, ça correspond à notre couple. ah oui, d'accord. Et l'idée que l'île de la Cité, au centre de Paris, soit la zone d'expérimentation de la décroissance, c'est quelque chose qui est arrivé rapidement, auquel donc ces deux personnages vont être témoins, et on y croise pas mal de personnages, dont un président de la République qui finit par s'intéresser à ce qui se passe à cet endroit-là. Mais oui, Oui, comment on arrive à cette idée complètement folle? en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a été très mal interprété par certains lecteurs qui ont eu l'idée de, je mets des guillemets parce que ça ne veut pas dire grand-chose sociologiquement parlant, mais de bobo parisien. Euh, alors que pas du tout. L'un habite Oui. dans le fin fond de la nature en France et moi je suis bruxellois. Bon, j'habite une capitale, mais on a choisi l'île de la Cité parce que c'est un des berceaux de notre civilisation et c'est intéressant de se dire que sur cette île où est né Paris, ben, c'est là que peut renaître un nouvel espoir aussi. Et puis alors l'île de la Cité parce que c'est une île coupée du reste du monde de par la Seine qui l'isole du reste de Paris. Et puis c'était aussi un petit pied de nez, justement, aussi un peu au parisianisme, mais c'était un peu humoristique. Et d'autres l'ont vu comme le fait que l'île de la Cité, c'est bien sûr, c'est l'île de Paris qui allait réussir à se lancer dans le pari de la décroissance, mais c'était pas du tout le but de glorifier les Parisiens, quoi. Oui, oui, puis quand on connaît l'île de la Cité, enfin, c'est pas la faune des bobos parisiens, hein, Non, c'est, non, c'est surtout des bâtiments administratifs. ouais, 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 ouais. Très très peu d'appartements. Il y a plus d'appartements sur l'île d'à côté, l'île Saint-Louis. Mm. Ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs personnages qu'on croise sur cette île, dont des tarés, une Nathalie là complètement accro à la croissance, qui survit au milieu de ce projet sur l'île, mais qui fait semblant de travailler, qui est complètement folle. C'est c'est une idée que tu as imaginée pour justement l'opposer en image à la décroissance. En fait, il faut savoir que cette idée de sur l'île de la Cité, c'est directement complètement rocambolesque. Et on explique pourquoi. D'abord, enfin, au niveau de la faisabilité, bien sûr, on se rend compte que c'est bien sûr impossible, mais surtout, la décroissance, euh, ce n'est vraiment pas fait pour le repli de communautés. La décroissance, ça ne peut s'appliquer qu'à de grands territoires, à l'échelle nationale, voire internationale, de préférence, en fait. La décroissance, c'est pas du tout des petites communautés qui vont se replier sur soi. Au contraire, c'est valoriser l'échange, mais de proximité et créer
petite connexion entre les communautés pour être transport et favoriser la production locale, entre autres. Mais une île de la cité isolée du reste du monde, bien sûr, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, je voulais appuyer ce côté un petit peu, disons, un peu grotesque, avec des personnages assez caricaturaux. Donc, par exemple, tu parlais de Nathalie. Effectivement, en fait, pour faire cette communauté décroissante, il ne fallait pas prendre que des gens convaincus déjà par la décroissance, parce que bien sûr, ce n'aurait pas quand on doit l'appliquer à l'échelle nationale, parce qu'il faut qu'il y ait une mini-France pour faire le texte, l'expérience de la décroissance. Et donc, ils ont mis des gens qui ne croient pas du tout en la décroissance, dont c'est Nathalie, par exemple. On n'explique pas comment elle s'est retrouvée là, parce que bien sûr, jamais elle l'aurait retrouvée. Pas non plus, ce ne serait pas démocratique. Ce sont des questions qui ne sont pas soulevées. Mais donc, effectivement, c'est le reflet du patronat, des gens qui ont eu le pouvoir et qui ont du mal à s'en défaire, quoi. Et il est marrant, l'auteur de bande dessinée qui est finalement un peu lâche au milieu de tout ça. Enfin, il est lui-même plein de bonnes intentions, mais c'est difficile d'aller au bout du projet, quoi. C'est assez beau, je trouve, cette idée de pas être face à des personnages comme ça qui ont forcément toujours hyper raison, hyper bien, hyper. Non, c'est super. C'est finalement tous les personnages de cette communauté qui enrichissent, qui permettent de toucher à qu'est-ce que c'est que la décroissance, quoi. Le problème, c'est que moi, la décroissance, pour moi, c'est la seule et unique voie pour éviter soit les guerres, récession grave, rapide. Et donc, je ne peux que y croire à cette décroissance. Mais par contre, c'est difficile de donner un visage complètement fleur bleue de cette décroissance, parce que je crois que ça ne nous aiderait pas en tant qu'auteur que de proposer. C'est un récit en fait et par exemple, Sous Terre, je revaliderai encore toutes mes idées, etc. Pour Sous dans le futur, c'est beaucoup plus compliqué parce que il est question, la décroissance, ça parle de biologie, de politique, d'économie, etc. Moi, je suis rien de tout ça. Je suis juste auteur de bande dessinée. Donc, heureusement, on s'est associé avec des scientifiques pour parler de ce sujet-là. Mais donc, je ne peux pas prétendre faire un sujet, parler de décroissance de manière très sérieuse et ni de manière trop engagée. Et en fait, j'espère juste que cette BD est une petite brique parmi d'autres ouvrages qui suggèrent des fictions sur la décroissance. Et alors, ce qui m'a fait très mal, c'est quand j'ai terminé l'écriture de Soudain le futur, je me suis enfin permis de lire le livre de Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés et qui parle de décroissance. Elle a écrit ça, je crois, vers la fin des années 70. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est d'une poésie incroyable. Elle a réussi à parler de décroissance sans être donneur de leçons, avec une vraie poésie, des personnages attachants. Et, et tout son récit donne vraiment sens à la décroissance. Et ça, c'est vraiment une réussite incroyable. Donc après, j'étais un peu jaloux quand j'ai lu ça. Après, toi, tu es toujours dans cette éco-anxiété, tu veux continuer à fabriquer des récits, tu cherches encore une façon de toucher ces enjeux? Oui, je suis toujours, bien sûr, de l'éco-anxiété, je crois qu'on n'en sort pas une fois qu'on est rentré. Euh, Là, justement, ce que je suis en train d'écrire, jeunesse, avec les carrascovettes au dessin. Et en fait, j'essaie de distiller des questions sur l'environnement, l'utilisation de l'énergie, mais dans des récits beaucoup plus positifs. Par exemple, dans Foudroyant, c'est l'histoire, ce sont les habitants de l'île de l'Atlantide qui en fait vivent dans un monde où quelques millénaires, l'Atlantide était fastueuse et utilisait une énergie disparue. Et en fait, notre héros se rend compte qu'elle a disparu parce que dès qu'elle ressurgit, il y a des gens qui surgissent de la mer, l'armée de Neptune, et qui vient enlever des gens qui posséderaient le pouvoir
de réinstaurer cette énergie sur l'île. Et en fait, il est question de manière, enfin, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos énergies? Parce que quand on y pense, il ne faut pas se mentir, le pétrole, c'est quelque chose de merveilleux, en fait. Sauf qu'on en utilise 100 fois trop et pas pour les bons usages. Si c'était pour voilà, imaginons qu'on l'utilise que pour le médical, disons, ou qu'il y ait des vraies concertations sur l'utilisation de cette énergie, bah, c'est quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est que voilà, on a un peu trop tiré sur la corde, un peu beaucoup trop. Mais donc en fait, voilà, donc foudroyant, j'adore cette question-là, c'est de l'énergie, parce que, enfin, voilà, on parle, enfin, l'énergie vitale, ce qui nous maintient en vie, mais aussi l'énergie qui alimente nos véhicules, nos machines, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et il est question de ça dans foudroyant. Mais ce n'est Oui, plus du tout la BD de vulgarisation. c'est un héros qui se retrouve à avoir lui-même ce pouvoir et à être menacé d'être enlevé, c'est ça, un truc comme ça. C'est ça, tout à Je l'ai lu fait. il y a longtemps, mais ouais. Ouais. J'ai pas encore vu le tome 2. Et du coup, c'est parti pour avoir beaucoup de tomes. Il y en aura 6. Ah yes, wow, Et le 3, on a terminé le 3, il va sortir en mai. Et puis, il y en aura plus ou moins 2 par an. Ça dépendra du rythme de Carrascoët. ouais. C'est rare de sortir des BD aussi rapidement aussi, ou je me trompe? Alors, c'est des 54 pages, donc c'est pas des récits aussi épais Ah que oui. ceux dans le futur. Ouais. Euh, on n'est pas ultra rapide, mais on est long non plus. Donc, généralement, c'est vrai qu'on voit ce genre de série, on voit des parutions annuelles. Le problème, c'est que maintenant, le lectorat a l'habitude d'avoir la suite très vite à cause des séries, des réseaux sociaux, à cause des mangas aussi, où là, ils ont voilà, des paquets de séries qui sont traduites directement et qui viennent du Japon. Et donc, ils ont de l'aide. Et donc, maintenant, les nouveaux auteurs, enfin, quand les nouvelles séries, on dit aux auteurs d'essayer de faire des parutions assez rapprochées. C'est ce qu'on essaye de faire, mais en même temps, on essaye de soigner nos livres. Donc, heureusement, on est 3, parce que moi j'écris, mais les dessinateurs sont 2, donc on sait aller relativement vite. Ouais, ouais. Est-ce que je vais, avant que chacun puisse rallumer ses caméras pour s'il y en a qui veulent poser des questions, comment tu sens l'univers de la bande dessinée par rapport à ces enjeux de nouveaux récits ou de réchauffement climatique? J'imagine que bah, tu collabores avec des dessinateurs, des scénaristes, mais tu dois en croiser dans des festivals ou des choses comme ça. Il y a un moment, tu me disais que tu étais même dans un groupe WhatsApp de gens un peu éco-anxieux. Est-ce que comment tu sens les auteurs autour de toi? Est-ce que pour toi, ils sont souvent aussi investis et prêts à carrément construire un récit sur ces thématiques, ou au contraire, ils préfèrent y échapper c'est comme une façon de gérer l'éco-anxiété? Bah, en fait, c'est vrai que si, si on fait de la BD, notamment, je ne parle pas pour tous les auteurs, mais c'est pour s'évader de notre quotidien. Et si on dessine, c'est aussi pour s'évader les BD, la littérature en général, hein, ou le cinéma, ou que sais-je. En tant qu'artiste, c'est la façon d'extérioriser nos émotions et aussi de s'évader. Donc, j'ai plein d'amis qui, dans la vie, au quotidien, sont relativement pro-écolo et actifs, des manifs, mais dans leur travail, ça ne se sentira pas du tout, parce qu'ils ont envie, dans leur travail, de s'évader. Moi, j'ai l'impression que maintenant, en tant qu'auteur, et là de nouveau au sens large, dessiner, c'est un peu dur à dire, mais je pense qu'on a un devoir en fait. C'est que c'est énorme, c'est qu'on arrive à divulguer notre savoir, notre connaissance, nos émotions, etc. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, il y a un peu la team Big Bear, par exemple, qui lui dit, ben voilà,
quand on écrit, il faut mettre ses tripes, faut dire ce qu'on est sans faux semblant et dire qu'on est. Et moi, je pense en fait, et il dit que c'est comme ça qu'on est plus créatif. Lui ou beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs. Je me trompe peut-être en interprétant ces dires, mais c'est, disons, c'est de voir dont j'entends beaucoup parler. Moi, ce que je me dis, c'est plutôt que l'art, c'est parfois beaucoup plus intéressant si on s'impose parfois par exemple, bah, essayer de dire, se déconstruire en tant qu'homme, homme auteur, et de se dire, voilà, comment je peux essayer de façonner des personnages féminins qui ne soient pas des stéréotypes féminins, comment je peux m'emparer de sujets comme le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. Et, et ça, pour moi, c'est ce qui donne plus d'éviter que de tout simplement cracher ses tripes sur le papier. En fait, nous engageons à développer notre créativité pour étonner le lecteur sur ces thématiques. Du coup, toi, tu es parti dans l'idée de ne plus traiter d'autres sujets, ou carrément, ou en tout cas. Ben, si, par exemple, là, j'ai écrit pour un dessinateur un récit, c'est une course de bolide. Parce que j'ai beau détester, je trouve que la vitesse, c'est merveilleux. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que les bolides, en fait, c'est pas des voitures classiques, c'est avec des vieilles tôles récupérées. Et en fait, l'énergie de ces machines, l'énergie de leurs pilotes, Ah oui. c'est un petit peu quand Dragon Ball rencontre Michel Vaillant, quoi. C'est complètement pété, mais donc je m'interdis pas de m'amuser du coup, quoi. Sauf que Ouais. bah, je me permets pas des délires avec je fais pas voilà, ça ressemble à l'univers de Mad Max, mais sans l'essence et sans mais avec plus de bienveillance, disons. Ouais. Puis là, par exemple, si avec un autre copain, on a envie de parler, on a envie de faire sur le dessin, par exemple. Donc, non, non, l'environnement ne sera pas du tout le thème sous-jacent de mes récits. D'accord. C'est que je ne me permettrai pas d'écrire certaines choses si ça ne va pas dans le sens de mes convictions. Ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce que Christian, Damien, Léo, vous avez des questions que vous voulez soit mettre dans le chat, soit vous allumez vos caméras, vous voulez les formuler. Moi, je peux en avoir encore plein et j'en ai une hyper précise sur un moment de sous-terre. Ah, Christian, t'allumes ton micro, je t'écoute, Christian. Il était déjà allumé, mais Ah oui. non, je suis content de Piégé. rencontrer. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Allô? Ouais. Je suis content de rencontrer Mathieu, dont j'ai lu effectivement Et soudain le futur. Je suis en train de lire Sous terre, j'ai pas encore terminé. Soudain le futur, ça me touche particulièrement parce que c'est quand même pas facile le sujet de la décroissance. C'est un peu compliqué. Et donc, je trouve que c'est un bel effort d'essayer de se projeter, quoi. C'est difficile, je trouve, on est tellement dans un système un peu verrouillé, voilà, il n'y a pas d'autre issue, le capitalisme. Comment réussir à se projeter? C'est dur à imaginer, quoi. Et tu as réussi à montrer, voilà, à montrer ta vision. Voilà, moi j'ai essayé aussi de montrer la mienne, mais c'était plus dans un court-métrage là qu'on a terminé, mais c'était un peu le même principe. Peut-être une question une question que je me pose moi pour les films, hein, c'est qu'est-ce qu'on va montrer à la caméra, tu vois? Est-ce qu'il y aura encore je sais pas moi, des voitures, même si elles sont électriques? Est-ce qu'il y aura des téléphones? Et si oui, est-ce que c'est des téléphones portables? Est-ce que c'est juste des téléphones fixes? Il y en a un par immeuble? Tu vois, donc est-ce que tu t'es posé aussi ce genre de questions sur qu'est-ce que tu montes dans tes cases? Ouais. Ça dépend bien sûr de quand se situe, j'imagine, le récit, parce que Ouais. dans la décroissance, il ne s'agit pas de se débarrasser comme ça tendanciellement les casques, les bagnoles et les téléphones. Ce serait un peu du gâchis.
Donc, la voiture fonctionne et on ne doit pas s'en passer. Et puis, je crois qu'on produit, dans la décroissance, dans la décroissance, il y a produire moins, mais il y a produire malgré tout, si l'économie le permet, mais toujours certains véhicules, mais qu'on puisse utiliser de manière partagée, par exemple, ou des systèmes beaucoup plus citoyens. La question du véhicule, j'ai pas réfléchi parce que justement, ça se passe à Paris, les gens sont à pied. Mais oui, il faut essayer de récupérer, de les réparer, etc. Et puis aussi, ça se base aussi sur un modèle politique plutôt anarchiste, si tu es d'accord avec moi. Et là-dessus, il n'y a pas de gouvernement interdit l'une ou l'autre utilisation. Ça demande aux citoyens une sorte de surveillance horizontale et d'autocritique sur nos usages des objets. Mais ce qui rend du coup la question encore plus compliquée. Mais peut-être que c'est la question que tu pourrais poser à tes protagonistes dans ton court-métrage. L'un utilise une voiture, l'autre pas, parce que soit elle a rendu l'âme, soit parce qu'il décide de ne plus l'utiliser, ou que sais-je. Ouais, tout à fait. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, mais c'est quelque chose qui est sans doute de l'ordre de Marc-André Sellos dans Sous Terre. Hein. Il y a un moment où c'est cette page-là. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette page. Ouais. Où en fait, tu te mets, ça parle beaucoup des gaz pendant un moment qui sont produits, transformés sous terre, tout ça. Et à un moment, on parle des gaz à effet de serre et il y a cette vignette à la fin qui dit gaz que l'homme a commencé à libérer il y a près de 10 000 ans, sans même le savoir. Et c'est quelque chose que je n'imaginais pas avant de lire cette bande dessinée. Et je me demande, ah tiens, on t'a perdu, il n'y a plus d'image. Et je me demande, parce que j'ai essayé d'en parler avec plusieurs shifters qui ne voient pas trop ce que ça peut signifier, parce que du gaz, du CO2, il y en a eu un peu toujours. Est-ce que ça signifierait que c'est vraiment dès le début de l'activité humaine que on s'est mis à rejeter du CO2, que il ne s'agit pas uniquement de la révolution industrielle? Oui, en fait, c'est une théorie physique. En fait, oui, il y a un peu plus maintenant, parce que j'ai écrit la BD il y a 4 ans. Et en fait, l'agriculture, ça a directement commencé pour rendre la terre plus malléable, débarrasser des herbes, etc. Donc le labour a commencé plus ou moins vers 10 manières. Il y a ma fille qui est rentrée à la maison. Ça risque de gueuler. et en fait, on voit maintenant dans le glaciaire qu'il y a une libération de gaz plus ou moins vers ce moment-là. Et puis après, avec le méthane, 5000 ans plus tard, avec le début de la résurrection, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y a un peu de CO2 et de méthane. De CO2, d'ailleurs, c'est au moment où il y a eu les vies d'agriculture et en fait les Amérindiens ont été décimés par les maladies qu'on appelle. Et puis il y a aussi la peste. Je ne sais plus quelle peste d'ailleurs. Une peste qui a décimé le tiers de l'Europe. On s'est rendu compte à ce moment-là, comme il y avait beaucoup moins d'agriculture, moins de CO2. Ah oui. Là, Voilà. il y a plusieurs personnes qui disent dans le chat que c'est haché le son. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ça. Mais bon, j'imagine que c'est le réseau et effectivement, pour moi aussi, c'est haché. Il y a Christian qui le disait, Damien aussi.
Mais j'espère que on comprend Mathieu, entre les trous, mais la caméra. une évolution du coup de l'agriculture avec notamment dès qu'il y a moins d'activité humaine, alors qu'il s'agissait à l'époque que d'agriculture, on a vu qu'il y avait une baisse du rejet de CO2. C'est ça que tu disais hein, avec la peste? Ouais, c'est ça qu'il est par tous les scientifiques. Hein. Mais donc, voilà, c'est parce que, enfin, il faut pas faire une relation trop rapidement, je crois. Mais, voilà, c'était assez entendu par certains scientifiques pour que je le suggère dans la bande dessinée. Ouais. Et Marc-André Sellos en parlait aussi. Ouais. Ah, Damien, tu veux parler? J'ai vu que il y avait ton micro à un moment. Attends, tu m'entends là ou pas? Ouais, très bien. Ouais, non, c'était parce que sur la question des. Parce que comme c'est haché, j'ai pas. Effectivement, sur la question des Amérindiens, euh, effectivement, les Amérindiens ont été massacrés dans l'est des États-Unis. En fait, ça aurait, alors à prendre avec des pincettes, mais ça aurait permis ça aurait permis enfin, la forêt aurait repoussé majoritairement. Il y aurait une énorme poussée de forêt dans l'est des États-Unis et ce serait une des explications ou des renforcements du petit âge glaciaire qu'on a connu. Des théories un peu dans ce goût-là. Okay. Voilà. Et effectivement, le labour met du CO2 pas mal dans l'atmosphère. L'action c'est là où l'action de l'homme n'est pas comment. Justement, moi j'avais une question sur. Moi j'ai lu aucune BD, donc je peux pas voilà. Mais ma question qui est une marotte qui va faire rire Christophe et Léo, je pense, c'est comment c'était parce que quand on parle de décroissance et quand on parle de choses comme ça, on dit souvent on se projette dans le futur. Et vous, quel est le travail de, enfin, quel est le travail de, je sais pas si on se pas, mais quel est le travail de, enfin, ton rapport à l'histoire, justement, parce qu'il y a eu, par exemple, entre 0 et 1800, la croissance a quasiment été, pas nulle, mais presque. Enfin, je veux dire, on a vécu une période très très longue où il n'y avait pas de croissance. On a vécu dans un monde sans croissance, en fait. En plus, c'est compliqué Le parce rapport, que les modèles économiques ne sont plus les mêmes pour définir avant et maintenant, puisque l'économie elle-même s'est définie maintenant presque que mais grâce à la la grande différence, croissance. la grande différence qu'il y a entre l'économie d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est la quantité d'énergie qu'on a injectée dedans. Si demain on enlève, moi, en fait, je suis en train de travailler un peu là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, ce que dit quelqu'un comme Augustin Mouchot, qui est le premier inventeur, enfin, qui est un ingénieur du 19e siècle et qui a inventé les premiers fours solaires à concentration. Et en fait, il dit déjà en 1880, même avant, il explique qu'on brûle du charbon, mais un jour il n'y en aura plus, il faudra revenir à d'autres choses. Et en fait, le fonctionnement de l'économie. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas, je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas. Enfin, moi, ça fait partie de mes marottes, hein, mais ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est de penser en fait une économie, un monde dans lequel il n'y ait plus d'énergie fossile. En fait. Parce que ça va tout remettre en cause. En fait, c'est ce qui va. Ça va être la vraie décroissance. C'est-à-dire un monde sans énergie fossile, c'est la vraie décroissance. Faut que tu lises Les Soudains le futur, Damien. En plus, tu vas adorer parce que ça se passe pas loin de chez toi. T'es pas loin. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que effectivement, et là j'en parlais avec quelqu'un cet après-midi, donc ça a fait écho. C'est que, mais si j'ai bien compris, dans le Soudain le futur, l'île de la Cité, c'est un monde clos en fait, c'est ça? Pour les besoins d'une expérience, en fait, ils vont voir, ils ont 5 ans, 5 ou 6 ans pour voir le modèle de décroissance fonctionne et c'est surréaliste, hein, ce qui est le postulat de départ. Mais j'ai bien compris. De mettre en scène la décroissance dans une communauté avec tous des enjeux humains déjà et expliquer pourquoi les gens se battent pour la décroissance. D'accord.
Non, mais c'est marrant parce que l'île de la Cité, Euh, enfin, c'est au cœur de tout un système, enfin, je veux dire, de tout un système de circulation et d'échange qui était, c'est les fameux nautes, enfin, la stèle des nautes gauloises, etc., qui fait que, en fait, les Parisis contrôlaient toute la Seine, le bassin de la Seine, de l'Oise, de la Marne, etc., quoi. Ah oui, oui, bien sûr, historiquement, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi l'île de la Cité, c'est que c'était assez évocateur, symbolique. Et c'est à contre. Voilà, oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Et puis on utilise, mais alors ce qui est marrant, c'est que bien sûr, ils sont contraints de négocier avec les agriculteurs locaux, mais qui ne fonctionnent pas selon le modèle décroissant, parce qu'ils ont qui vont permettre de nourrir le débat en fait, sur la décroissance. Ce n'est pas un projet parfait qui est abordé dans la bande dessinée, c'est une société expérimentale proposée par le gouvernement qui n'a absolument jamais rien compris aux enjeux environnementaux en fait. D'accord. Alors, ça parle pas beaucoup de l'époque post-révolution industrielle, mais on n'y est pas loin hein, d'une société décarbonée. Franchement, il y a plein de trucs qui marchent, hein, je trouve. Hein. Je m'excuse, il y a Christian qui levait la main. Je te laisse la Mais parole, alors Christian. là, c'est affolant parce que là, ouais. Oui, vas-y Mathieu, non? Yves? Ah non, je l'écoute. Ok. Oui, oui, non, c'était juste pour comment parler un petit peu du passé, etc. Euh, si on met ça en perspective sur l'histoire de la Terre, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu des périodes où, par exemple, euh, il y avait tellement de CO2 qui avait été absorbé par les plantes qu'en fait la Terre est devenue une boule de glace. Et puis au contraire, à un moment, il y avait tellement de CO2 dans l'atmosphère qu'il faisait 5-7 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et c'est assez intéressant de voir toute cette évolution. Sans doute qu'effectivement l'agriculture a changé beaucoup de choses au niveau de la Terre. Et à ce sujet-là, donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un atelier qui s'appelle la marche du temps profond et qui justement, c'est une marche qui dure 4,3 km et c'est les 4,3 milliards d'années de la Terre. Donc D'accord. chaque mètre, c'est 1 million d'années. Donc à la fin, le dernier pas, c'est l'homme, quoi. Et ce qui est sympa, c'est que ça se fait en extérieur, ça dure 3 heures et donc on a un peu justement toute cette histoire de la Terre avec la Lune qui est arrivée très tôt, la vie qui est arrivée aussi très très tôt, les premières cellules et puis pendant 1 milliard d'années, on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas de traces, mais visiblement ça permet d'arriver aux cellules à noyau. Donc là, visiblement, c'était quand même compliqué d'y arriver. Et puis après, voilà, ça continue et il y a les différentes extinctions, etc. Donc c'est assez sympa, ça se fait en extérieur. Est-ce que le dernier pas est plus long que les autres, vu tout ce qui s'y passe ou pas? Bah oui, alors par exemple, même les dinosaures, les enfants, ils attendent les dinosaures, mais c'est très tard en fait, par rapport au reste. Mm. Donc voilà, c'est assez, Ah, c'est chouette, assez j'ai noté, c'est cool. ouais. Il y a Et un- sinon, oui. Non, je rebondissais juste là-dessus. Il y a un truc comme ça au musée de l'Homme aussi. Où là, Ah c'est oui, pour les enfants. Moi, j'ai emmené mon neveu, il avait 11 ans à l'époque. Et c'est une d'accord. manivelle, et on remonte le temps avec la manivelle. Bon, évidemment, lui, au bout d'un Ah, moment, il fallait que je l'arrête parce que sinon, il passait la manivelle, parce que son grand truc, c'était de tourner la manivelle. Mais le musée de l'Homme oui, a fait des expériences comme ça qui sont assez sympas aussi. d'accord, super. Et sur la décroissance, on dit toujours, on veut revenir, vous les décroissants, vous voulez revenir au Moyen Âge, mais en fait, on n'est pas si loin. En fait, on veut plutôt revenir peut-être aux années 50, où c'était déjà quand même un peu plus modéré, en changeant peut-être quelques sources d'énergie, mais on veut pas revenir. Enfin, et est-ce que les gens vivaient si mal dans les années 50? Alors peut-être qu'effectivement, il faut garder les progrès de la médecine, etc. Mais alors c'est pas, c'est peut-être pas 50, hein, c'est peut-être 30, c'est peut-être autre chose. Mais les gens à l'époque, ils savaient pas qu'il y avait ils n'avaient pas de téléphone Ouais. portable, mais ça leur manquait pas. Non, oui, bien Et sûr, mais maintenant on arrive à être beaucoup plus efficient en termes de consommation énergétique grâce à certaines nouvelles technologies. Le ouais, problème, ça on l'explique dans le monde dessiné, c'est que quand
on invente un moteur, par exemple, qui consomme 3 fois moins, au lieu de faire une voiture qui consomme 3 fois moins, ils vont faire une voiture 3 fois plus grosse pour qu'elle consomme Oui, oui, autant bien qu'avant, sûr. quoi. Et, Ouais. et donc, moi, les époques antérieures, j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est un progrès, tout simplement. La décroissance, c'est un progrès, dans le sens où l'humanité réussit à se remettre. Et puis, là, on ne parle que de technologie, finalement. Voir où est-ce que la science peut vraiment être au service de l'homme. Mais sinon, moi, je souhaite tous les progrès qu'il n'y avait pas dans les années 60 sur l'égalité des genres, le Bien racisme, sûr. etc. Ouais, isoler la technique du reste, c'est compliqué, mais c'est un défi important à faire. C'est vrai. Enfin, il y a différents types de voies pour un progrès souhaitable, quoi. Le D'ailleurs, problème, ça c'est qu'on peut. m'évoque une question, je suis désolé. Je sais que tu as souvent été accompagné dans l'écriture avec différents accompagnants, Marc-André Sellos, tout ça. Est-ce que pour Et soudain le futur, tu te fais accompagner aussi, ou alors tu as construit une bibliographie, parce que c'est plein de ressources hein, sur les écosystèmes qui permettent de construire une société, on va dire, décroissante. Je me suis documenté et puis après, quand j'ai écrit mon premier découpage, mon premier storyboard, je l'ai soumis aux scientifiques qui chapeautent le projet et apporté leurs remarques et des idées. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ok. Par exemple, eux tenaient beaucoup la question de absolument qu'il y ait une AG. Donc j'aurais expliqué que c'était très difficile à mettre en bande dessinée, une AG. Ils Mhm. disaient, mais si, une AG sur est-ce qu'on va mettre des, des panneaux solaires sur les ondes de Notre-Dame. Je dis, ok, mais faire une AG qui va durer 20 pages, c'est compliqué. Et donc on allait trouver un truc pour mettre tout le monde d'accord. Mais par exemple, eux, ils pensent que la décroissance ne peut passer qu'à travers un modèle d'anarchie. Et voulait la voir en œuvre dans le récit. Et c'est pas évident. Donc voilà, il a fallu faire se mettre d'accord. D'anarchie, ça veut dire qu'ils voulaient montrer l'Assemblée générale, mais pour montrer que ça marcherait mieux sans, quoi. Ouais, un pouvoir horizontal, prendre part aux décisions Ah, d'accord, gouvernance et partagée, quoi. Ouais. Ok. ouais, bah, tout à fait. Ouais, bah, enfin, gouvernance, enfin, c'est un terme aussi très précis, mais enfin, l'anarchie, c'est vraiment le mot où. Mais ce qui est marrant, c'est que notre éditrice, quand je lui ai dit qu'on allait aborder cette question-là, il a fait ah non, on fait une BD sur la décroissance, vous faites pas une BD sur la politique. Ouais. Et je lui ai expliqué, mais la décroissance, c'est un modèle social, économique et surtout Ouais. politique. Ouais, c'est clair. Elle était ah bon, elle était très emmerdée. Bon, finalement, bien sûr, c'est pas elle qui avait décidé ce qu'on allait mettre dans ce bouquin-là, mais Ouais. la décroissance, c'est clairement une affaire. En fait, quand on se penche vraiment sur la question de comment produire et consommer moins, on est directement heurté sur les écarts de richesse et donc de pouvoir. C'est qu'on ne peut pas demander à des gens de consommer moins quand d'autres continuent à consommer 100, 200, 300, 400 fois plus. Et il Ouais. faut absolument, enfin c'est ce qu'on pense, on pense vraiment qu'il faut venir à une société extrêmement égale sur les revenus. Euh, et parce que déjà, c'est une phrase connue je ne connais plus le gars là, je connais plus le penseur qui a écrit ça, mais Thomas Sankara, il a dit de l'eau potable pour tous plutôt que du champagne pour quelques-uns, quoi. Et avec le réchauffement climatique, la raréfaction des matières premières et de la biodiversité, il faut d'office aller vers une vraie équité. Et ceux qui pensent qu'on pourra s'en passer, bah, ils vont se tromper et on va tomber sur des conflits sociaux énormes. Ça se passe déjà maintenant. En fait, la plupart des conflits qu'il y a dans le monde entier, c'est notamment pour les questions environnementales. En fait, c'est sous-jacent sur la question de la guerre de l'eau, du pétrole, etc. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont directement liées
aux inégalités. Et donc, si on voit un modèle décroissant, en fait, on ne peut pas avoir d'autre modèle a priori que le modèle anarchiste. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein, mais je suis très ouvert au débat, quoi. Ouais, non, comme... Parce que par exemple, le système marxiste repose toujours sur une verticalité dans le pouvoir. Ouais. Et donc, des gens qui possèdent ce pouvoir-là parce qu'ils appartiennent au parti, donc des riches qui vont leur graisser la patte, donc aussi la patte du pouvoir, et ça revient toujours au même modèle, quoi, de puissants qui est au service des mots puissants. Il y a un des futurs livres de Timothée Paris que j'ai assisté à une présentation et il donnait d'un avant-goût. Il finit par une espèce de présentation d'un immense tableau en fonction des choix de société qu'on a. Et il y a, je sais pas, 300 modèles de société à imaginer qui vont du communisme au libéralisme en passant par plein de... Et en disant, il y a forcément une option politique qui, au milieu de tout ça, serait l'idéal. Après, il ne cite pas particulièrement l'anarchisme, mais oui, c'est sans doute là qu'il faut penser les choses. C'est clair que c'est politique. Après, pour y arriver, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Ouais. Ouais, c'est clair. Il faut qu'il y ait une pression... Il faut qu'il y ait une pression populaire et c'est nos récits qui vont y contribuer. Ça, c'est un peu notre espoir. Ouais, mais en fait, ça a déjà existé, pareil. Là, j'ai mis dans le chat un bouquin qui s'appelle Au commencement était et qui est pour une nouvelle histoire de l'humanité, donc il est en poche aussi. Et en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce que des sociétés amérindiennes que les Européens rencontrent à partir du 16-17e siècle vont influencer justement la démocratie et la liberté et les lumières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et par exemple, il cite le cas d'un chef Wombat, qui est en fait plus connu sous le nom de Huron, les Indiens Hurons, qui s'appelle Comte Garrock, et la manière dont lui, il a critiqué la société occidentale de l'époque parce qu'il est venu à Versailles, et il est reparti après au Canada. Et donc voilà, donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que en fait, le futur, quelque part, il est déjà écrit. Le problème, c'est que tu parles justement d'écriture, à mon sens, tu parles justement d'écriture, et un défi là-dedans, c'est... parce que là, je suis en train d'écrire le tome 4 de Foudroyant, et ça va mettre en scène une ersatz de Louise Michel. Et donc, je me suis un peu documenté sur Louise Michel, et en fait, elle, ce qui a guidé ses idées révolutionnaires pour l'époque, en fait, c'était la littérature. Et elle lisait, c'était une grande fan de Victor Hugo. Après, elle s'est plus ou moins éloignée de ses idées, mais elle aimait toute cette littérature anarchiste, parce que c'était beaucoup ça ce qu'elle prenait. Et en fait, et la littérature à l'époque, déjà plus de gens, je crois, lisaient, parce que c'était le seul vecteur culturel. Et c'était la répétition avant la lutte, quoi. C'est que le fait de lire et de s'engager dans un récit, un nouveau récit, ça mettait déjà les gens dans une condition pour faire changer le monde, quoi. Et le problème, c'est pour ça que je crois vraiment au pouvoir des récits. Le problème, c'est que il y a maintenant beaucoup de façons de diverger, de faire en sorte que les gens regardent ailleurs, quoi. J'ai l'impression après, en fait, si je peux juste faire un truc, il y a un truc qui est intéressant à regarder, c'est dans les bouquins de Bruno Latour. Et parce que lui, en fait, dans les bouquins de... Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais dans un de ses bouquins, c'est Où atterrir, je crois, un truc comme ça. En fait, il décrit, bon, il simplifie, mais c'est pas grave, ça donne une idée. Il décrit 4 grands attracteurs. Il y a les 2 grands attracteurs traditionnels qui sont, en gros, les ploucs, et je le caricature, mais en gros, les gens de la terre, enfin, les sociétés traditionnelles, on va dire.
qu'on peut traduire en plouc ou en bécassine, etc. Et de l'autre côté, l'attracteur de la modernité. La modernité qui peut prendre plein de facettes différentes, la technique, l'ouverture, etc. Et ça, c'est les deux grands attracteurs traditionnels. Et après, il rajoute un autre attracteur qui est celui des terrestres, ce qu'il appelle des terrestres, c'est-à-dire les gens qui vont prendre en compte les limites planétaires. Et évidemment, cet attracteur terrestre, il a son opposé qui est, c'est pas comme le sidéral, les hors-sol, les sky is the limit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et c'est les gens pour qui il n'y a pas de limite planétaire. Et on peut mettre là-dedans le parangon, c'est Musk ou ces gens comme ça. Et c'est intéressant parce que quand on regarde ces 4 grands attracteurs et qu'on les positionne sur un schéma, en fait, et qu'on étire ce schéma dans le temps, en fait, on voit qu'il y a une guerre des récits qui se fait depuis très très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en plein dedans, je suis en train de le faire pour une présentation, donc c'est pour ça que je veux parler longuement, mais le truc, c'est quand on regarde, par exemple, il suffit de taper la fameuse citation de Lamarck, qui était un naturaliste de fin 18e et début 19e siècle. Sa citation, il dit, pour l'égoïsme de l'homme, etc., contribue à détruire la Terre. Je raccourcis, hein, voilà. Mais, et ça date, il écrit ça entre 1800 et 1830. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que ça permet aussi de se repositionner dans une histoire qui n'est pas juste une modernité ou juste un endroit où on va aller, mais dans une histoire longue de guerre des récits, quoi. Et là-dedans, on peut mettre plein de gens comme Élisée Reclus, comme plein de gens là-dedans, et qui était aussi un anarchiste pour le coup. Et donc, ça permet, je trouve, de ne pas être juste dans une espèce de modernité vers laquelle on tend. En fait, cette réflexion-là, elle date depuis très très longtemps. Enfin, très longtemps à l'échelle de notre temps à nous, quoi. Là, je rebondis parce que je vais dire un peu élitiste, mais c'est que il ne faut pas être un intellectuel pour se rendre compte, bien sûr, de la situation dans laquelle on est, mais c'est que maintenant, tout le monde a les moyens de communiquer, de dire ce qu'il veut sur les réseaux. Et une des conséquences, c'est qu'on voit, enfin, Tom, par exemple, inimaginable, on est dans une... Je ne sais pas si les contre-récits vont réussir à être assez puissants sur cette terre de la post-vérité, quoi, où on ne sait plus ce qui est vrai. Et je pense maintenant qu'il faut se donner aux gens qui se proposent ces contre-récits des arts qui rivalisent avec celles des cornucopiens. Donc, que la terre est sans limite. Et le problème, c'est de nous donner ces armes-là, ce n'est pas jouer les mêmes réseaux-là, des énormes. C'est compliqué. Ou alors même, là, je sais pas, il y avait les films de Lock-up, ben, je veux dire, on en compte, quoi. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire dans le contre-récit. Ça a beaucoup coupé. Tu parlais de quoi? Don't Look Up. Don't Look Up. Ah oui, ok. Ouais, ça avait coupé, c'était haché. Peut-être que si Mathieu coupait sa vidéo, ça marcherait mieux. Ah, peut-être le son serait meilleur. Ouais. Peut-être. Il y a trop de données qui circulent. Ok. Désolé. On va finir sans te voir. Je sais même pas comment. C'est vrai que le son, il coupe vraiment beaucoup. Hein. Vas-y, tu es toujours là, Mathieu. Voilà. Ah, ça, c'est toujours haché. Hein. On va voir. Ouais. Bon, après. Ouais. Là, enfin, souvent, on essaye de faire des streams, des rencontres qui dépassent pas 1 heure et on est en train de le dépasser. Bon, pas de beaucoup encore. Donc, je ne sais pas si vous voulez encore poser des questions à Mathieu qui est là. Alors moi, j'en avais une dernière, mais justement sur la question de l'égalité, de l'anarchie, etc. Et vendredi, il y avait à l'Académie du Climat, il y avait toute une réunion sur les fresqueurs, etc. Et il y a une fille qui s'appelle Mélusine Boonfaller. Et
et on discutait, qui est une sociologue, et donc on discutait avec elle sur la question des biens positionnels et de la consommation ostentatoire. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant à prendre en compte parce que pour le coup, et toujours avec ma marotte d'aller chercher des récits de longue durée, l'ostentation, les biens positionnels et la manière dont en fait les objets nous parlent en fait. C'est ce que dit, il s'appelle, ouais, j'ai plus son nom, celui qui a fait J'achète des trucs là. Bref. C'est-à-dire qu'en fait, quand on achète une montre, une Rolex, c'est pas pour avoir l'heure. C'est pour dire qu'on est riche. C'est-à-dire que, et ça, en fait. Oui, alors c'est un sujet qu'on évoque. Vous m'entendez? Il y a des coupures. Il y a toujours Ouais, des on coupures. t'entend de façon hachée. La caméra parce que ça ne change pas, malheureusement. Ah ouais, ok. Mais oui, oui. C'est un sujet qu'on évoque dans. Mais tu voulais évoquer quoi par rapport à l'ostentation, du coup Non, c'est pas que je voulais évoquer le truc, c'est qu'en fait, là, effectivement, j'ai pas lu la BD, donc je sais pas si, mais dans les récits de décroissance, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que toujours avec ma marotte d'historien, je suis historien de formation, hein, peut-être que tu l'as compris, mais c'est que en fait, l'ostentation et la manière dont les objets, les biens qu'on possède nous placent, nous catégorisent en fonction dans la société. Ça existait à la fois, ça existe aujourd'hui. Les gens achètent des Rolex ou des super voitures, je ne sais quoi. Et l'idée, mais ça a aussi existé. Par exemple, il y a le fameux potlatch, qui était une cérémonie traditionnelle de distribution de biens chez les Indiens des Indiens de la côte nord-ouest aux États-Unis. Donc, c'est vraiment des sociétés où il n'y avait pas de croissance, voilà, ils se nourrissaient de son nom. Mais la manière dont les gens utilisent les biens pour se positionner dans la société, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est pour ça une société anarchiste, égalitaire, ça se heurte quand même beaucoup à l'histoire. On ne connaît pas beaucoup de sociétés. Et les sociétés qui vont être. Il y a un bouquin qui est très intéressant à lire là-dessus et qui est Économie. C'est Économie d'abondance. C'est un bouquin d'économie sur les sociétés. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs purs. Et là, en fait, on se rend compte qu'effectivement, dans ces sociétés-là, mais c'est la nature qui l'impose. C'est-à-dire que comme ils sont chasseurs-cueilleurs, la meilleure façon d'être libre, c'est de ne rien posséder. Parce que ça permet juste de bouger et de faire 50 km quand l'endroit où on est. Voilà. Et ça, et là, ça fait des sociétés qui sont quasiment anarchiques, quoi. Où, évidemment, il y a une dispersion du pouvoir. Pour moi, c'est un des plus grands défis, c'est que la décroissance passe d'abord par l'application et il faudra passer par palier et donc pas directement terminer sur un modèle anarchiste, mais par exemple dire voilà la publicité qui participe à l'ostentation doit être interdite, par exemple. Ça passe par des lois, mais pour expliquer auprès des gens en quoi c'est la publicité. Et de communiquer sur d'autres valeurs positives que celles de la richesse. C'est très compliqué. Ça passe peut-être par le biais des contre-récits, pour revenir sur notre thématique. Et le problème, c'est que maintenant, il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui veulent directement s'identifier à la culture du riche, en possédant les mêmes objets alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et quand ils arrivent à avoir ce qu'ils ont, c'est des temps. Pour moi, c'est que la possession matérielle n'est pas une fin en soi. Et ça, franchement, c'est pour ça que justement je parlais du livre d'Ursula Le Guin qui en parle de ça, qui en parle super bien. C'est que c'est des gens qui habitent sur une planète
qui est pauvre, une planète qui est très aride, et où il est demandé de vraiment participer au bien-être commun pour la survie de, des habitants de cette planète-là. Et donc, en fait, la décroissance est une nécessité. Comme on est dans un monde où on pense pouvoir produire plein pour tout le monde, on a les mots certains, eh bien, on arrive à un modèle de croissance capitaliste qu'on connaît. Mais donc, c'est intéressant de se dire peut-être que c'est avec un événement tragique que peut-être c'est obligé avec un modèle plus équitable. Et ça, alors, je ne sais pas si ça peut. Parce que par exemple, le livre, j'ai mis en chat le livre Au commencement était, là, si tu veux la référence. Et le deuxième, c'est Âge de pierre, âge d'abondance, celui dont je parlais. Et en fait, Au commencement était, il explique que, par exemple, les sociétés amérindiennes étaient très attachées aux libertés réelles, plus que les libertés potentielles. C'est-à-dire, alors je vais m'expliquer, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans nos sociétés à nous, on peut voyager. On peut voyager. Mais le problème, c'est que si les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas voyager. Si tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué de voyager. Dans les sociétés amérindiennes traditionnelles, ou dans d'autres types de sociétés d'ailleurs, et comme pouvaient être les sociétés médiévales en France ou ailleurs, en Europe, c'est qu'il y avait la notion d'hospitalité. Tu accueilles le voyageur chez toi. Et donc, ça te donne une liberté réelle, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour voyager et te déplacer. Et donc ça, c'est le genre de concept qui est assez intéressant parce que justement, ça peut aussi, c'est le cas du woofing, hein, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec le woofing, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir mettre en valeur ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voyager, on peut aller à New York, passer un week-end à New York, sauf que la majorité des gens ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. En revanche, dans une société où l'hospitalité est quasi obligatoire, je crois que je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est peut-être un des piliers de l'islam, par exemple. Ça permet en fait de voyager à tout le monde. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Un immense merci, Mathieu, pour tout le temps que tu as bien voulu partager avec nous ce soir. Merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, pour nous, c'est fort instructif. C'est la première fois qu'on a un invité dans le monde de la bande dessinée. Et fort instructif, surtout dans l'optique de préparer une table ronde sur la place de la bande dessinée dans tous ces enjeux climatiques. Bah, c'est vrai, on n'en a même pas parlé, mais bon, voilà, c'est sur la question de savoir s'il vaut mieux créer des bandes dessinées, même si c'est pour aborder des sujets comme ceux que j'aborde avec la décroissance ou la biodiversité, ou est-ce qu'il vaut mieux Oui, et même des moyens moins plus énergivores, parce que ouais. l'économie de la BD c'est pas très glorieux, quoi. Bah, c'est pas le pire, mais oui, c'est pas le pire. Hein. Non, c'est pas la pire, mais il y a toute l'économie du livre est vraiment foireuse. C'est-à-dire que maintenant, quand les libraires sont pas, enfin, quand ne vendent pas les livres que les éditeurs leur donnent, eh bien, c'est pas ramené dans les stocks. Les livres sont directement mis au pilon. Ah. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le coup. Je me suis rendu compte quand une éditrice m'a dit écoute, on a tout vendu, sauf que moi, en droit d'auteur, je n'avais perçu que la moitié de l'ensemble des albums qui avaient été produits. Et il m'a expliqué oui, mais c'est parce que l'autre partie a été mise au pilon. Parce que faire des stocks coûte trop cher. C'est trop de. Voilà. Et donc, c'est quand même dur à avaler. Se dire, je travaille sur un médium magnifique, propre. Le papier, c'est pas génial, mais voilà, c'est des forêts durables et tout. On peut mieux faire, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, et en même temps, créer ces bandes dessinées, enfin ces livres en général, c'est aussi des objets de consommation. Hein. Voilà. Ouais. Du coup, c'est pas. Enfin, mais moi, je pense qu'il faut absolument, parce que il faut justement dans cette bataille culturelle qu'évoquait Damien à un moment, il faut être présent, quoi. Il
Faut pas la perdre, cette bataille, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai, quoi. Du coup, merci, parce que c'est vraiment puissant. Moi, Sous Terre, c'est ma BD de cœur, je l'adore. Je suis fan de toutes les pages, c'est dément, je trouve ça incroyable. Et Soudain le futur, alors je suis moins fan du dessin, mais ça marche, quoi. Ça marche aussi. Et du coup, on sent que ça participe à cet imaginaire, à la construction de c'est possible, quoi. Ouais. Ah ben, c'est Merci. encourageant, merci. Je vais aider ma compagne à coucher. Il y a ma fille qui a invité une copine là, et je les entends. Ah oui. C'est un vrai remue-ménage, donc Ouais, je vais l'aider un petit peu. ça marche. Un grand merci. Et puis, bonne Avec plaisir, soirée. merci pour votre invitation. Ouais. Merci, Et bonne puis, soirée. à l'occasion, ça se trouve, on reparlera de cette table ronde, mais je te redirai. À très bientôt. Salut Mathieu et salut à Ciao, tous. bonne soirée. Salut, salut. Salut. Ouais, ciao.